Merci Madame la Présidente pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Avec Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nous allons animer cette journée ensemble. Je t'invite à me rejoindre. Nous formerons un tandem pour animer ce forum. Ce forum, c'est un tour de France qui nous attend tout au long de cette journée. On m'informe d'ailleurs que vous êtes déjà très nombreux, près de 300, à être en ligne, à suivre ce forum, puisqu'il est diffusé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr poser vos questions, transmettre vos observations aussi sur les contenus, les débats que nous pourrons avoir au cours de cette journée. Je vous informe également que cette journée est réalisée en partenariat presse avec l'E1, avec lequel nous avons conduit un numéro inédit qui est à découvrir, Quels horizons pour les petites villes, qui est bien sûr dans votre document pochette du participant. À l'occasion de la conférence introductive, j'ai le plaisir, et je l'invite à nous rejoindre, d'accueillir Hélène Régnier. Hélène Régnier, vous êtes professeure des universités, vous êtes directrice de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, l'IUAR, de l'Université d'Aix-Marseille. Et vos travaux de recherche portent sur les enjeux de solidarité territoriale, la capacité de l'action publique à niveler les écarts entre les territoires, c'est l'entrée de vos travaux, et pour cela vous avez un terrain d'étude, notamment celui de la mise en œuvre des effets socio-spatiaux des politiques urbaines. Vous êtes par ailleurs la responsable scientifique du programme POPSU Territoire, c'est important de le rappeler, qui rassemble aujourd'hui 35 villes pour mieux comprendre, d'une certaine manière, les transitions auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre de nos territoires. Et la conférence que vous nous proposez aujourd'hui a fait l'objet d'une publication que vous découvrez également dans vos dossiers et carnets du participant aujourd'hui, conférence publiée dans la collection des conférences POPSU. Vous l'avez intitulé « L'expertise territoriale dans tous ses états » et vous adoptez un regard rétrospectif, notamment sur les politiques de 1960 à nos jours, dans le positionnement de l'État face à l'ingénierie territoriale. Et c'est une conférence qui sera en écho avec une seconde conférence, celle de Valérie Jussaume, que nous découvrirons en début d'après-midi, qui est de l'Université de Nantes, et qui, quant à elle, nous proposera un regard prospectif. Voilà, je cède immédiatement la parole. Je te remercie infiniment d'avoir organisé ce forum avec toute la direction de programme de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines, en particulier Hélène Millet qui a piloté ce programme. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et tous. Première chose, dire que je suis assez ravie de cette responsabilité scientifique de programme, du fonctionnement avec l'ensemble des équipes de recherche, l'équipe des permanents, et assez heureuse que la recherche en sciences sociales soit convoquée, soit écoutée, et j'espère soit entendue. La recherche en sciences sociales a beaucoup de choses à dire sur les transitions et sur les transitions et les territoires. On m'a confié le soin d'introduire cette journée en axant mon propos sur l'expertise territoriale. Et je vous avoue que il m'a fallu un petit moment pour choisir la façon dont j'allais appréhender cette vaste question. Alors, je ne vais pas épuiser la question avec cette conférence introductive. Je pense qu'en fait, on tournera autour de cette question toute la journée, et c'est de toute façon une question transversale du programme POPSU Territoire. J'ai pris plusieurs partis pris. Le premier parti pris, c'est de vous proposer une approche sur le temps long, une approche rétrospective, parce qu'on sait que le nouveau est souvent fait de réémergence de l'ancien. Et que comme, moi en tout cas, je ne sais pas lire dans les boules de cristal, ce regard rétrospectif nous aide souvent à saisir, palper ces réémergences de l'ancien. Le second parti pris, c'est que je vais beaucoup vous parler de l'État. Alors, je vais beaucoup parler de l'État. L'État n'est pas toute l'expertise territoriale. Mais il me semble que l'État est aujourd'hui fortement interpellé sur ces questions d'ingénierie publique, que l'intensité du retrait de l'État du point de vue de son inscription territoriale depuis 20 ans est nette et qu'elle fait question.
et que les habitants, les représentants élus de ces territoires expriment, alors peut-être un peu fortement, qu'ils se sentent abandonnés par les services de l'État. Et donc, cette question de l'État me semble structurante dans les questionnements qui tournent autour de la refondation de l'ingénierie publique. Ça, c'est donc mon second parti pris. Et le troisième parti pris, c'est d'affirmer que les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le renouveau de l'ingénierie publique est une question politique. Ce n'est pas une question seulement organisationnelle ou technique. C'est vraiment une question politique qui interroge la nature et l'intensité de l'intervention publique et de la régulation publique par rapport à des mécanismes de marché, par rapport à des mécanismes privés, dans l'affectation, dans l'allocation du sol, dans les implantations de firmes, de ménages. Donc voilà les trois partis pris. L'intervention sera, et je vais vous faire aussi ce sera une intervention d'universitaire structurée en 3 temps. C'est ce que je suis, c'est ce que je sais faire. Premier temps de ce propos, ce questionnement autour de l'ingénierie territoriale, de l'ingénierie publique, assez nettement, la main droite de l'État est mise en cause aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que c'est que cette main droite de l'État? Un ensemble de contestations, qu'elles émanent de la société civile, qu'elles émanent des représentants, des habitants de territoires ruraux peu denses, mais pas que, manifestent une forme de mécontentement par rapport à un retrait de cette régulation publique et peut-être d'un retrait territorialisé. Et puis, une autre caractéristique, c'est que peut-être que moins fortement que par le passé, cette régulation publique régule les logiques de marché. Les universitaires ont travaillé au long cours sur ces transformations de l'État et en fait nous proposent deux termes clés, 2 concepts qui sont aussi 2 cadres d'analyse qui donnent lieu à des controverses scientifiques. Et ces grilles de lecture, elles me semblent importantes comme socle pour décrire et caractériser cette main droite de l'État qui semble aujourd'hui en cause. La première idée clé, c'est une controverse autour de la néolibéralisation de l'action publique. En gros, qu'est-ce qui est désigné à travers ce terme? C'est le fait que les États, en France, mais à peu près partout en Europe, se sont rééchelonnés en cherchant à soutenir des territoires identifiés comme les plus à même de capter les flux, les emplois, les firmes, les capitaux du capitalisme contemporain. Donc à travers ce terme de cycle néolibéral de l'action publique, ça renvoie à l'idée selon laquelle les États occidentaux mettent en œuvre des stratégies spatialement sélectives en soutenant les territoires les plus dynamiques, les plus compétitifs, en accompagnant les dynamiques d'inscription spatiale du capitalisme contemporain, en accompagnant la métropolisation de l'économie, puisque c'est bien la forme spatiale qui a pris cette forme contemporaine de cycle d'accumulation du capital aujourd'hui. Donc pour le dire autrement, derrière ces controverses, je dis bien controverses, l'intensité de cette néolibéralisation, ces formes, c'est des choses qui sont discutées, il y a tout un champ scientifique qui s'intéresse à ces choses-là, j'en fais partie. L'État aurait renoncé à soutenir les territoires fragiles pour arroser là où c'est déjà mouillé en escomptant une circulation des richesses qui sont produites sur ces territoires attractifs et qui ruisselleraient vers des territoires qui le sont moins. Depuis les milieux des années 90, dans la science politique essentiellement, des auteurs comme Bruno Jobert, Pierre Muller évoquaient déjà ce tournant néolibéral en Europe pour qualifier ce référentiel dominant de l'action publique contemporaine. La deuxième idée clé, pour qualifier cette main droite de l'État qui est aujourd'hui, me semble-t-il, bousculée, contestée, remise en cause, c'est un second processus qu'on appelle c'est encore un mot un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, la néo-managérialisation de l'action publique qui renvoie
à la reprogrammation de tout un tas d'instruments et de dispositifs selon les principes du New Public Management, c'est-à-dire, là encore, les choses ne sont pas univoques et complètement homogènes, mais un puzzle doctrinal qui a irrigué un ensemble de réformes de façon assez nette en France depuis le début des années 2000, des réformes dites de rationalisation ou de modernisation du service public, où en fait on a l'introduction au sein même de nos organisations publiques et de notre administration publique de tout un tas d'outils, d'indicateurs, de fonctionnement qui sont en fait des outils issus des logiques privées. Donc, pour donner quelques exemples, les réformes de la LOLF, la RGPP, la REAT sont trois illustrations nettes et fortes de ce cycle néo-managérial qui a été assez intense sur les 2 premières décennies depuis le début des années 2000, 2010 jusqu'à 2020. Donc, voilà en quelques... Donc, non, j'ai pas terminé. Au-delà voilà, de ces réformes, pour essayer encore une fois de les caractériser de façon synthétique, elles se sont traduites par un fort repli territorial des moyens d'ingénierie de l'État. Et la REAT en est une bonne illustration. Et à mesure que l'État a organisé son repli territorial, il a parallèlement multiplié la mise en place d'agences nationales. Donc, ce pilotage par les agences et la mise en concurrence des projets locaux par des mécanismes d'allocation compétitive des ressources, dont l'ANRU a été une bonne illustration. Et nous, les chercheurs, c'est l'Agence nationale pour la recherche qui a mis en place le même type de mécanisme. Donc voilà, allocation compétitive des ressources, mais aussi attribution de labels, fixation de standards, promotion de bonnes pratiques. Ce double mouvement, repli territorial de l'ingénierie de l'État d'un côté, gouvernement par les agences de l'autre, a été bien synthétisé du point de vue de la recherche par le concept de gouvernement à distance. Et il me semble qu'aujourd'hui, pour pratiquer l'action publique territoriale et ses acteurs des territoires disent une forme de fatigue, pour ne pas dire de ras-le-bol, par rapport à ce gouvernement à distance, cette allocation compétitive des ressources, cette mise en concurrence des territoires. Cette logique serait trop intense, trop généralisée. L'obtention de moyens par ces mécanismes nécessite au préalable des moyens. Il faut un peu d'ingénierie pour s'aligner et jouer ce jeu de la réponse aux appels au projet. C'est une des critiques fortes. Et la seconde, c'est que ce gouvernement à distance peut aussi être porteur d'une forme de standardisation et d'alignement des agendas, parce qu'il faut coller aux cases des appels à projets. Donc, voilà, en quelques mots, cette main droite de l'État, ce cycle néo-managérial, néolibéral qui caractérise la période 2000-2020. Ce cycle est connu, les effets sont connus, ce cycle semble ébranlé. Il y a des crises économiques, sociales, écologiques et désormais sanitaires qui renforcent les attentes pour relever le défi de transition vers peut-être autre chose, un modèle de développement plus écologiquement et socialement soutenable. Dans ce contexte, deuxième temps, assez nettement aussi, la main gauche de l'État est appelée à la rescousse, peut-être de façon parfois un peu nostalgique. Alors cet appel, me semble-t-il, fort à un retour de l'État et à son ingénierie pour niveler les inégalités territoriales ne surprend pas outre mesure. Ça réactive une charpente idéologique et historique de l'histoire de l'aménagement du territoire que nous connaissons bien aussi, avec un État qui s'est fait, notamment dans les années 60-70, le garant d'un rééquilibrage des territoires, gage d'un bon développement du territoire national. Donc quelques mots pour caractériser cette main gauche désormais. Cette main gauche, elle renvoie à ce que, du point de vue de la recherche, on appelle, là encore, c'est quelques gros mots, mais ces gros mots, ils sont utiles, le keynésianisme spatial. Donc c'est cette idée des années 60 jusqu'aux années 80, pour le dire vite, que l'État portait un projet politique volontariste de répartition égalitaire de la croissance sur tout le territoire. Donc ce concept de keynésianisme spatial désignait des politiques de redistribution spatiale de la richesse qui visaient à la fois à réduire les tensions
dans les régions surinvesties par le développement capitaliste, typiquement Paris, Île-de-France, et à réorienter les investissements vers celles qu'il avait désertées. Politique de décentralisation industrielle, politique des métropoles d'équilibre, politique des villes nouvelles, mission Racine, etc. Ces politiques où l'État allait là où il n'y avait rien. Ce projet était, quand je dis c'est une charpente idéologique, une matrice forte, légitimée dans et par le droit public, à travers le concept de service public, d'intérêt général et d'égalité. Cette charpente idéologique, je pense on la perçoit encore présente, parfois solide, dans les esprits. Elle a structuré cette charpente des cultures techniques, des cultures administratives, de ces agents du service public de l'État en charge de travailler sur les territoires. Elle a structuré une ingénierie publique d'État, mais pas seulement, parce que cette ingénierie publique d'État, elle a circulé, et que cette circulation des agents fait que je pense que cette charpente irrigue encore une ingénierie publique tout court. Sauf que, après 40 ans de décentralisation, après 20 ans de réformes néo-managériales, néolibérales, que reste-t-il de la main gauche ou comment réactiver cette main gauche? Ce modèle d'aménagement, ce que j'ai appelé la main gauche de l'État, les 30 glorieuses pour aller vite, présupposait une double supériorité de l'intervention publique sur le marché, à la fois du point de vue de l'efficacité économique et du point de vue de la justice sociale. Du point de vue de l'efficacité économique, aujourd'hui, le contexte a bien changé, cette légitimité de l'intérêt général n'apparaît plus comme évidente, le financement des services publics est considéré comme un problème, le droit public est saisi par le management, bref, c'est le socle des valeurs fondatrices sur lequel était assis ce keynésianisme spatial qui s'est fissuré. Et du point de vue de la justice sociale, et plus largement d'un fonctionnement démocratique, il y a une autre série de critiques qui a été faite à l'endroit de cette main gauche, qui vient d'ailleurs, portée par des besoins, des mouvements sociaux régionalistes ou des mouvements sociaux urbains dans les années 70, et les représentants de ces territoires, leurs élus, qui ont appelé à un modèle moins descendant, fondé sur l'animation des ressources endogènes, des ressources territoriales des territoires, avec la promotion des vertus de projets de territoire, de la différenciation territoriale. Donc, voilà, là encore, on ne peut pas réactiver cette main gauche à l'identique en reprenant de façon un peu nostalgique ce modèle des années 60. Pour autant, les résidus sont parfois tenaces et, comme je l'ai dit en introduction, l'histoire nous enseigne que le nouveau est souvent fait de réémergence de l'ancien. Donc pour conclure dans un troisième et dernier temps cette présentation, peut-être j'ai travaillé à repérer ce qui me semble être peut-être des germes, ou en tout cas des points d'appui sur lesquels on pourrait peut-être se dire qu'il n'est pas illusoire, vain, de refonder l'ingénierie publique et territoriale. J'ai pour ça été activée par l'ouvrage d'un collègue qui s'appelle Pierre Muller, qui a publié en 2015 La société de l'efficacité globale, qui fait le constat d'un fin de cycle et qui se demande quels seront les acteurs médiateurs d'une transition vers un référentiel de gouvernement durable. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant, le chantier proposé par Muller sur la recherche de ces médiateurs. Donc, quelques points peut-être plus prospectifs. Le premier, sur le fait que l'État n'a pas complètement abandonné les territoires, que la main gauche est encore présente. Alors, peut-être moins directement par une inscription territoriale, mais voilà. Plus qu'ailleurs, quand on fait de la comparaison internationale, on se dit que l'État-providence en France continue d'amortir plus qu'ailleurs des inégalités grâce à des mécanismes de redistribution et de solidarité. Davzi nous le dit,
sur le fait que, quand bien même on observe une concentration des richesses et que cette concentration a creusé des inégalités territoriales, en fait, du point de vue des inégalités de revenus, on n'a pas de creusement si fort que ça. Et ça, en fait, c'est par des mécanismes de redistribution via des outils fiscaux, via des outils de transfert. C'est quand même important de le souligner, notamment voilà, quand on se compare, quand on rencontre des collègues d'autres pays. Deuxième point, l'État sait se faire territorial. Alors, cette conférence, il se trouve que j'ai fait, il y a déjà longtemps, une thèse de sciences politiques sur le ministère de l'Équipement au moment de cette décentralisation dans les années 90. Quand bien même la décentralisation est passée par là, l'État sait se faire territorial. Au plus fort du moment centralisateur, des travaux de sociologie des organisations ont montré qu'il y avait quand même la place pour un jacobinisme apprivoisé pour un pouvoir périphérique. C'est les travaux de Grémion, Taunig au milieu des années 70. Et après la décentralisation, par des formes de circulation, mais aussi par le maintien de la mise à disposition, cette ingénierie territoriale, quand bien même elle a été bousculée, elle n'a pas disparu comme ça d'un claquement de doigts, d'un coup de réforme du paysage. L'État sait se faire territorial, a su se faire territorial, avec un maillage très fin. Alors c'était les subdivisions territoriales de l'équipement, et avec ces relais à tous les étages. L'essaimage des agents du ministère de l'Équipement, c'est-à-dire si on a une approche institutionnelle, oui évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui les directions départementales des territoires ne sont plus les DDE, mais si on regarde d'un point de vue au-delà des étiquettes institutionnelles, si on regarde par essaimage et par circulation, cette expertise est encore là, est toujours là. Et ce sera mon dernier point, plus encore, l'État sait sortir de l'État pour se faire partenarial au service d'une ingénierie publique organisée au réseau. Et là, je voulais prendre deux exemples pour finir, les agences d'urbanisme et les parcs naturels régionaux. Ces deux formats d'ingénierie publique territoriale sont des créatures de l'État, mais d'un État partenarial avec d'autres, avec beaucoup d'autres, et avec en fait des trajectoires historiques où la présence de l'État au sein de ces structures a évolué. Ce sont des structures, ce sont des modalités d'organisation d'ingénierie territoriale qui, dès le début, ont été hybrides et ont métissé des mondes et des cultures techniques. Ce sont deux formats d'ingénierie territoriale qui, du point de vue cette fois de leur trajectoire et de leur dynamique, ont toujours été des lieux d'intermédiation, d'abord entre l'État et les collectivités, et puis un peu plus tard, quand les collectivités ont été sommées, priées de s'organiser en intercommunalité, ces lieux ont également été des lieux d'intermédiation entre collectivités elles-mêmes. Ce sont aujourd'hui, me semble-t-il, des espaces qui jouent encore ce rôle à une autre échelle de mise en lien des territoires, en faisant largement fi, et c'est certainement assez productif, des clivages entre espaces urbains et espaces ruraux. C'est-à-dire qu'il s'agisse des parcs qui ont d'abord été conçus pour les espaces peu denses, ils ont été capables de décaler leur héritage ruraliste, tout autant que les agences d'urbanisme, conçues initialement pour travailler les espaces urbains, ont également largement élargi l'horizon des mondes urbains. Pour conclure, il est beaucoup attendu de l'expertise territoriale aujourd'hui, et si les représentants des territoires peu denses manifestent légitimement leurs besoins en termes de matière grise, ce serait certainement une erreur de répondre à ces besoins en pensant de façon dissociée et binaire une ingénierie des villes et une ingénierie des champs. Il semble bien que ce qui est attendu de cette ingénierie publique aujourd'hui, c'est peut-être deux choses, qu'elles permettent, et on le dit beaucoup dans Popsu Territoire, les uns et les autres, qu'elles permettent de comprendre et de mettre en valeur les liens des systèmes territoriaux, se défaire des précarés, ouvrir l'espace des possibles, comprendre et mettre l'accent sur ces liens
pour agir sur ces systèmes territoriaux. Ça, on considère que c'est une condition nécessaire. C'est peut-être pas une condition suffisante. Peut-être que le deuxième niveau, c'est aussi se libérer des injonctions à la performance, au ranking, à une vision peut-être un peu étroite de l'attractivité, intégrer tout ce qui compte et qu'on ne compte pas dans les indicateurs de performance, d'excellence. Et il y a certainement beaucoup de choses dans les petites villes qui comptent et qu'on ne compte pas, et qui sont certainement aussi liées aux liens. Donc, voilà, quelques petits propos et germes pour peut-être penser une ingénierie publique collectivement audacieuse qui dépasse aussi certains standards de l'attractivité. Merci pour votre attention. Je pense que nous pouvons tous remercier Hélène Régnier pour ce premier exposé qui donne d'une part à nos débats une profondeur historique toujours nécessaire et pour ce plaidoyer pour que la France reste en tant que paysage institutionnel sous le régime d'un climat tempéré.